Alors vous savez, à Story Jungle, on fait la guerre contre le tiède. Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Bonjour Laura. Bonjour Gilles, bonjour à tout le monde. Alors, à Story Jungle, on aime bien faire des portraits de gens qui ont un vrai succès sur LinkedIn, qui développent en fait leur communauté de façon originale. Il y a quelques semaines, on avait fait une interview de Julie Sevilla-Fraisse, qui est violoniste à l'Opéra de Paris et qui joue du violoncelle sur LinkedIn, qui a développé une grande communauté. Donc, on est très content aujourd'hui de discuter avec toi, Laura. Alors, Laura, tu es philosophe et tu es docteur en philosophie pratique. Qu'est-ce que c'est que la philosophie pratique ? Bien, la philosophie pratique, c'est la philosophie, on va dire, qui se pratique, qui s'intéresse aux champs d'activité, d'action conduites par les hommes. Donc, c'est des sujets de société plus pratiques, on va dire. Ça peut être s'intéresser aux prisons, comme pouvait le faire Michel Foucault, s'intéresser à différents sujets, mais à ce qui touche à l'action, à la conduite humaine, on pourrait dire. Voilà. Et ça se distingue, on pourrait dire aussi, de la philosophie peut-être plus historique ou théorique, à savoir étudier un auteur. Là, ce serait peut-être plutôt convoquer un thème, bien qu'on puisse faire aussi de la philosophie pratique à partir d'un auteur, évidemment. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment l'application, on va dire, de la philosophie dans le monde contemporain aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous dans la jungle de Story Jungle. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Bonjour Charlie, bonjour à tous. Donc, vous êtes en train de vous connecter progressivement. Donc, évidemment, moi, j'ai vu passer tes contenus, Laura, et j'étais tout de suite vraiment très, très intéressé par ta démarche qui est vraiment originale sur LinkedIn. Alors, ce que je propose, c'est de montrer ce que tu fais. Donc, plutôt qu'un long discours, ce qu'on peut faire, c'est peut-être passer une vidéo, 30 secondes, un exemple des vidéos que tu produis sur LinkedIn. OK. Alors, allons-y. Donc, voici un exemple. Ah, il faut l'avancer peut-être. Parlons peu, parlons lien. Lien qu'il y a entre les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X. Car on ne le sait que trop bien, le langage cause des quiproquos. En famille, en amitié, en amour, au boulot. À croire que partout, on se passe le mot. Pour avoir le dernier en premier, avoir le sien à dire, le placer sans toujours le mâcher ou le peser. Grossier ? Familier ? Déplacé ? Désolé. Cela dit, ce ne sont que des mots. Certes, mais jetés là à l'envolée, parfois même à la crier, ça crée des mots. Des rancœurs, des tensions, des incompréhensions. D'où l'importance d'en mesurer la portée, le sens, et d'associer ce que l'on fait, dit, pense. Alors voilà, donc c'est un petit extrait. C'est dur de se voir. Donc tu as posté plusieurs vidéos un peu sur ce ton-là. Alors quand on lit les commentaires, il y a un nom qui revient souvent, c'est le nom de De Vos. Tu convoques De Vos. J'oserais même pas. Tu vois, c'est vrai que en tout cas, je suis fan, j'adore, je suis très sensible, évidemment, à son jeu de scène. Alors après, c'est vraiment un artiste, c'est quelqu'un qui fait du théâtre, qui joue beaucoup. Et j'aime beaucoup en tout cas la finesse. J'aime de manière générale les gens qui jouent avec les mots, avec les sons. Je trouve que ça habille le langage et que ça le rend séduisant. En tout cas, moi, ça m'invite à écouter. Voilà. Donc, du coup, j'ai cette sensibilité que je partage et du coup, évidemment, je suis ravie quand on fait mention de ce nom. Alors, je vais remettre juste un petit peu la vidéo, juste pour montrer quand même à nos audiences quelque chose de très important, c'est que ça marche vraiment, vraiment bien. Hein. Si on regarde, tu as donc un nombre de vues, donc on
dépasse les 50 000 vues sur cette vidéo, plein de commentaires. Il y a mon commentaire déjà, et puis des commentaires qui sont vraiment hyper enthousiastes. Les gens aiment beaucoup cette approche qui mixe, qui est en fait un petit peu à mi-chemin entre philosophie, poésie et même un peu one-man show, non? Un peu stand-up. Du coup, c'est vrai que si tu veux, moi, je n'ai pas du tout. J'ai commencé à publier des chroniques il y a un certain nombre d'années. Depuis quelques temps, je m'autorise à être de plus en plus fidèle à ce que je suis, c'est-à-dire vraiment partager aussi mon amour des mots, ce que je mettais beaucoup plus de côté, étant plutôt sur le fond que sur la forme. C'est vrai qu'il y a toujours cette dissociation entre les deux. On parle beaucoup du sophisme en philosophie. Alors, si on joue sur la forme, c'est que ce serait finalement, on desservirait le fond, voire on chercherait à le tronquer, etc. Alors, moi, j'aime beaucoup cette phrase de Victor Hugo. C'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. En tout cas, ça peut être le fond qui remonte à la surface. Et du coup, depuis quelque temps, je m'autorise vraiment à être plus en lien avec ce que j'affectionne. Et il se trouve que ça fonctionne bien, puisque j'ai plus de retours encourageants. Donc, comme quoi, ça invite aussi à se défaire de tout ce qui peut être bien carré pour être au plus près de soi-même. Et cette authenticité, elle est davantage reconnue. Donc, tant mieux, je suis ravie. C'est vrai que quand je poste une vidéo, souvent, je me dis, je suis peut-être seule, quoi. Je suis peut-être seule dans cette sensibilité-là. Donc, quand j'ai ces retours, ça m'encourage à poursuivre et à jouer de la voix, vraiment. Alors, on va revenir sur le fond, mais déjà, attardons-nous un instant sur la forme. Comment t'es venue l'idée, finalement, de poster ces vidéos sur LinkedIn? Pourquoi LinkedIn? Et peut-être un mot sur ton parcours. J'ai dit en débutant que tu étais docteur en philosophie. Et tu es aussi conférencière. Oui, ça c'est mon activité, on va dire, professionnelle. Et puis, docteur en philosophie, ça a été mon parcours universitaire et mon titre, si je puis dire. On parle parfois comme ça. Donc, le désir, ça a tout simplement été de pouvoir partager mon regard philosophique au-delà et avec une certaine liberté, hors le champ académique, que je respecte évidemment, tout en l'ayant suivi jusqu'au bout avec un doctorat, mais en ayant vraiment cette indépendance de pouvoir explorer des champs qui me concernent, qui me touchent, comme celui de l'entreprise. Voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, outre des problématiques d'étudiants qui sont éminemment nombreuses, mais il y a des professeurs pour ça, bien les problématiques rencontrées sur les bancs de la vie professionnelle, on était parfois un peu esselés face à celle-ci. Et je me suis dit, tiens, la philosophie, en fait, elle peut être convoquée sur ces bancs-là. Et moi, ça m'intéresse. Voilà, la vie d'adulte, ce monde-là. Peut-être que j'ai une pédagogie différente et je suis peut-être pas assez patiente dans la vie pour être avec des étudiants. Et je le fais avec plaisir de temps en temps. Mais voilà, c'était vraiment ça qui m'a séduit. Donc, LinkedIn s'est présenté aussi à moi comme étant un réseau adapté pour pouvoir montrer ce que je pouvais proposer et puis surtout voir si ça pouvait séduire, interpeller, plaire, oui ou non, quoi. Voilà. Donc, c'était vraiment l'ambition première, c'était le premier canal pour moi que je pouvais utiliser. Et visiblement, ça marche. C'est-à-dire, ça marche mieux sur LinkedIn que sur les autres plateformes. Enfin, en tout cas, il y a un vrai succès sur LinkedIn. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, sur les autres, moi, je dis toujours piano, enfin, je prends le temps vraiment, je mets pas la charrue avant les bœufs, et il y a vraiment l'idée il y a des réseaux qui vont demander autre chose. Par exemple, je pense à Instagram, j'aime beaucoup Instagram, j'aime bien y aller, mais aujourd'hui, j'arrive pas du tout à jouer de spontanéité au point de poster des billets d'humeur ou des choses. Ça pourrait peut-être être intéressant de partager une citation. C'est vrai que je suis plus sur des contenus plus travaillés. Pour le moment, je ne dis pas que j'y viendrai pas un jour, mais voilà, je me suis concentrée sur ça. Ça me semblait en tout cas être plus fidèle à cette démarche. Et puis, je trouve que les réseaux, il faut être prudent aussi. Ce qu'on met en avant, qui on est, on parle de quoi, de qui. Voilà, moi, je choisis plutôt des sujets que d'exposer la personne que je suis, concrètement, pour le moment. Alors, avant d'aller sur le fond, quand même, cette question, nous, on accompagne pas mal d'entrepreneurs, de VP, etc., pour produire des vidéos pour aller sur LinkedIn, parce que c'est un peu le nouveau YouTube professionnel, je dirais. Et on constate que c'est quand même un exercice un peu difficile. Est-ce que ça a été difficile pour toi de passer le pas? Non, je ne dirais pas que ça a été difficile. Ça a été difficile alors,
passer le pas, ça allait, c'était plutôt les retours. Les premiers retours, on est toujours un peu… et puis, ça dépend aussi comment on les reçoit, hein, sans dire que je suis une éponge, c'est pas le cas. Et puis, on s'endurcit au fur et à mesure. Mais ce que j'aime vraiment sur ce réseau, c'est aussi le respect qu'il peut y avoir. On n'est pas là pour penser. Voilà, il y a une certaine pudeur que je trouve intéressante, là où sur d'autres réseaux, on est parfois sur des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont pas de sens. Et ça peut être très, très dommageable. J'avais fait… plus jeune, il y a 4 ans, j'avais eu un article dans Le Monde et ça avait été hyper dur parce que sur Facebook, les gens avaient partagé. Le titre était forcément voilà, un titre d'appel un petit peu violent. Alors, je ne l'avais pas choisi et je me suis dit waouh, mais quelle violence quoi. Enfin, les gens partagent et ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Donc, je fais vraiment des choses qui me parlent et j'ai pas l'ambition, je suis pas à compter les likes du tout. Moi, je vise plutôt la qualité que la quantité. Donc, je m'affole pas. Je dis souvent quand je vois un lapin qui mange une carotte qui fait des millions de vues sur YouTube et que moi je suis à 200 sur une chronique qui m'a pris un peu de temps, bon bah, je le prends avec philosophie quoi. Voilà. Ça prend combien de temps justement ça dépend, mais 2 jours, on va dire. Ça dépend le thème, en fait. Ça dépend le thème, mais je fais rarement plus de 2 jours. Ça va être de 2 à 1 journée, voilà, en fonction de la thématique, ou peut-être une après-midi. Voilà, ça dépend vraiment. Mais je dépasse rarement 2 journées. Il faudrait vraiment que j'explore un thème très nouveau. Voilà, c'est plus l'envie à un moment d'écrire qui fait que voilà, ça va venir. On l'a travaillé, quoi. Voilà, après, attendre l'enregistrer aussi, ça prend du temps hein, de filmer tout ça. Voilà, il y a pas mal de choses derrière. Et alors, tu l'as dit, brièvement tout à l'heure, donc finalement, les entreprises font appel à toi pour proposer en fait un regard dans le cadre de conférences que tu fais en interne dans les sociétés, proposer en fait un regard sur des sujets qu'ils te soumettent. Alors, d'abord, une petite question, c'est quoi les planches, enfin les sujets sur lesquels on t'a fait plancher récemment? Alors récemment, du coup, c'est vrai que souvent je me dis, les sujets qu'on me soumet, je prends le pouls en fait des problématiques de l'entreprise parce que c'est assez transversal et la plupart des entreprises sont concernées par des sujets quand même qui reviennent. Au moment où il y avait eu les attentats, j'avais été beaucoup sollicitée sur le thème de l'optimisme, ce qui disait des choses, et je suis aujourd'hui beaucoup sur le thème de la curiosité et pour une fois, du prendre la vie avec philosophie au sens vraiment littéral. C'est-à-dire que de plus en plus, on m'invite pour partager mon regard sur bien l'entreprise avec mon prendre la vie avec philosophie, plutôt que de me soumettre un thème de niche, même si j'ai pu faire le télétravail voilà, récemment. Mais c'est vrai que là, les dernières interventions, c'est venez juste nous inviter à prendre de la hauteur. Et aussi, quelque chose que je remarque, c'est la sensibilité que j'ai avec les mots, on la met plus en avant. C'est-à-dire qu'on me demande d'en jouer, ou en tout cas, on me dit de ne pas m'en cacher sur une intervention, là où avant, je pouvais être beaucoup plus voilà, pudique sur ça. Le jeu de forme prend de plus en plus de place aujourd'hui voilà, dans mes interventions. Et tu me disais, en fonction du format, tu joues plus ou moins avec la forme sur les interventions. Ah oui, bah oui, oui. Non, mais alors, oui. Là, je rassure. Là, je m'adapte. Non, mais parce que si sur une journée de 7 heures, tu commences avec des jeux de forme et tu ne fais que ça, je pense que les gens ont envie à la fin non, c'est pas possible, de partir ou ils n'en peuvent plus. Ça peut être très indigeste, hein. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut justement articuler. Si l'exercice est court et qu'on me demande de mettre ça en avant, je vais donc pouvoir m'amuser à le faire, mais je sais aussi retenir ça. Donc voilà. Et parfois, j'ai des moments de rechute, hein, ça j'avoue. Donc, je me canalise après quand je sens que ça a été peut-être un petit peu indigeste en face. Mais l'idée, c'est la mesure. Voilà. Alors, je parlais de ton activité parce qu'il faut quand même bien comprendre, je pense que l'audience a tout de suite compris que ces vidéos que tu produis, elles sont aussi produites dans une démarche, je vais utiliser un gros mot, mais une démarche un peu de prospection. C'est-à-dire que c'est du gros hacking hyper classe, donc de la philosophie, de la politique, mais finalement pour aussi acquérir des clients. Et ça fonctionne. Oui, alors la démarche, elle est, moi je vais être très honnête, hein, moi si tu veux, quand j'ai commencé, j'avais une entreprise avec de collègues en philosophie et on avait une démarche plus commerciale. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut faire et moi j'ai toujours eu du mal à envoyer des mails en me disant mais peut-être que ce sera pas reçu et même si c'est reçu, la personne comment elle peut se faire une idée de quelques lignes couchées sur le papier et du coup très rapidement je me suis dit mais en fait je vais plutôt être fidèle à comment je fonctionnerais dans la vie. Je suis plutôt spontanée, donc si j'ai envie de quelque chose, je vais aller le demander, je vais me lever pour y aller, je vais le faire. Donc, je me suis dit, je vais tout simplement faire quelques chroniques
Et si derrière, il y a quelqu'un qui est sensible, c'est du gagnant-gagnant en termes de temps. C'est-à-dire que on fait l'économie, ceux que ça n'intéresse pas, ils passent leur chemin. Et en même temps, voilà, je me suis dit, au moins tout de suite, on arrive à se faire une idée de ce que ça pourrait être une conférence à mes côtés. Voilà. Et du coup, je trouvais que ça avait du sens. C'est pas comme si j'avais proposé quelque chose de très déconnecté. Mais alors, l'ambition au départ, je m'étais pas du tout dit que je ferais des conférences et que ce serait mon activité principale. Quand j'ai commencé, c'était vraiment sur la pointe des pieds en me disant, tant mieux, ce sera sûrement des rencontres et puis aussi prendre du plaisir à le réaliser. Donc voilà, et ça devient… Alors, on a Alain qui nous dit, le jeu de forme rend plus accessible. C'est ça, tu trouves que finalement le message passe encore mieux avec ces jeux de mots finalement? Alors, moi, j'ai l'impression, ça peut rendre plus accessible, comme ça peut parfois, si on en fait trop, effectivement, à un moment donné, devenir oh là là. Mais par contre, là où j'ai le sentiment, moi, je suis très sensible, j'utilise beaucoup les fables, et ce que j'aime beaucoup chez La Fontaine, c'est la capacité à avoir saisi qu'un texte court peut en dire long, et donc est plus facile pour nous à retenir, et il est aussi illustré, imagé, et il y a des formules, des morales qui reviennent. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est l'idée de se dire que de toute façon, pris dans l'urgence de la vie et avec tout ce qu'on a à retenir aujourd'hui, c'est compliqué. Eh bien, avoir du visuel, c'est-à-dire des images, parce que je mets parfois des images dans mes conférences, et des formules, des expressions, eh bien, c'est un moyen mémotechnique de soulever la pensée et de s'en rappeler. Donc, si à travers une formule, eh bien, moi, je lui donne corps pendant mon intervention, bien, on repart avec juste cette formule qui vient réveiller toute la conférence. Et donc, c'est l'idée, si on me demande sur l'optimisme, mon but à la fin, c'est que le mot optimisme, il soit incarné par chacun avec le sens que j'aurais donné tout au long de la conférence. Donc, il y a vraiment un vrai moyen mémotechnique de réveiller un moment comme une réplique dans un film. Voilà, ce serait un peu ça. Et on part avec. Et d'ailleurs, en préparant ce live, effectivement, on a eu un échange et il y a 2-3 petites choses que j'ai gardées. Ah. Donc, suite à notre échange, je vais y revenir dans une minute. Je crois que c'est Catherine qui nous dit dans le chat, et en plus, tu chantes juste. Alors ça, c'est ça pour le clin d'œil. Pour le clin d'œil, j'ai toujours eu un traumatisme avec le chant. Depuis quand en 5e, on m'a demandé de chanter devant tout le monde et j'ai été sortie de salle parce que j'ai refusé. Et je trouve que le chant, mais au même titre que la scène, quand on parlait de De Vos tout à l'heure, cette capacité à se livrer comme ça en étant… J'ai toujours été très impressionnée et le chant, c'est quelque chose que j'ai toujours mis de côté. Et il se trouve que le studio Coreven qui produit mes dernières vidéos, l'une des personnes est chanteur et donc du coup m'a aidé à pousser un petit peu la chansonnette, ou en tout cas en me disant mais tu n'as pas à rougir, il y a quand même un petit brin de voix, ce qui m'a quand même surpris. Alors je le prends avec beaucoup d'humilité évidemment, et c'est pas demain la veille que je vais vraiment me mettre à chanter, mais en tout cas je garde ça voilà, sous le coude, parce que c'est vrai que je suis très sensible au slam aussi, j'adore ça. Donc, je me dis que c'est des choses qui peuvent aussi être intéressantes, peut-être de le faire en chantonnant. Mais c'est pas facile, voilà, on chemine. Merci en tout cas. On a Carole, je vais reprendre. Carole dans le chat qui nous pose la question, quel est le format le plus créatif que tu aies pu faire? Et moi, je voulais te poser la question, quand on te voit, on se dit, ça peut vivre sur scène. Est-ce que tu as pensé à aller sur scène? Oui. C'est totalement dans mes petits papiers. C'est même le projet, là, je termine un livre et après ça, le but, c'est que je me livre vraiment sur scène, et c'est vraiment, ça fait des années que c'est là. J'ai attendu d'avoir le doctorat, j'ai attendu d'avoir tout ça pour ne pas être dispersée, et c'est sûr que oui, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment construire entre la philosophie, l'amour des mots, sur le temps d'un spectacle, partager, et aussi extraire ça du champ de l'entreprise, du champ du travail, que ce soit aussi plus extensible, parce qu'aujourd'hui, parfois, la problématique que j'ai, c'est de me dire, finalement, ne peuvent assister à mes conférences ou à mes interventions que des personnes qui sont issues du milieu professionnel. Et du coup, j'aimerais peut-être ouvrir aussi, pour moi, m'enrichir d'une tonalité plus libre dans des cafés-théâtres. Donc, l'expérience, oui, la plus inédite pour moi, ça a été grâce à Karim Duval, d'ailleurs. Karim Duval, qui est humoriste et qui fonctionne très, très bien sur LinkedIn, donc je vous invite à le suivre. Karim Duval, il y a 2 ans, m'a donné l'opportunité de faire sa première partie à l'espace Gerson, que je remercie aussi. Et donc là, j'avais pu pour la première fois monter sur scène dans un contexte très différent, avant un humoriste. Et ça a été vraiment un exercice savoureux.
et je compte bien y revenir. Voilà. Karine Duval, on ira voir. Alors, je disais qu'en préparant ce live, on a eu une discussion et une expression m'est restée. Tu dis, on est tous les poissons d'un bocal. C'est quoi ton bocal? Quels sont finalement les sujets que toi, tu souhaiterais traiter à l'avenir, dans un futur proche? Franchement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sujets. Moi, j'adore avoir justement une réflexion sur des sujets d'actualité, ce qui me permet de aussi mieux comprendre l'environnement dans lequel on est. Quand je dis qu'on est toujours le poisson d'un bocal, c'est que je prends toujours l'image du poisson volant pour illustrer la prise de hauteur à laquelle invite la philosophie. Et pourquoi le poisson volant? Parce que l'image est dynamique. De fait, le poisson ne peut que retourner dans son milieu. Il peut pas rester en suspens. Et j'aime cette idée que la philosophie n'a pas à être perchée. Et justement, on doit prendre de la hauteur pour se rendre auteur du monde dans lequel on vit. Et donc, rappeler qu'on est le poisson d'un bocal, c'est qu'on est d'abord le poisson d'un environnement. Et plus je lève les yeux et j'observe le monde dans lequel je vis, et bien plus je comprends la façon dont je me conduis à l'intérieur. Et le bocal, il peut même y en avoir plusieurs. Hein, si vous pensez aux poupées russes, les matrioshkas, j'aime vraiment cette image. Voilà, on est contenu à l'intérieur de bocaux qui disent des choses de nous. Le bocal maternel, le bocal conjugal, le bocal familial, le bocal professionnel, social. Et toutes ces choses-là, si je les explore, mieux je me comprends et mieux je vis avec les autres. Donc, c'est vraiment ça qui me passionne. Donc, les sujets, il y en a plein. Après, j'ai vraiment à cœur de travailler sur un roman philosophique avec une thématique transversale qui nous concerne tous, qui touche au travail, mais surtout à l'humain. Voilà, donc ça fait vraiment partie des projets à venir. Et tu as fait ta thèse sur la maternité. J'ai fait ma thèse sur la maternité. Et la maternité qui peut paraître un sujet déconnecté, de niche, intimiste, mais j'ai fait vraiment ce travail sur plutôt donc des sujets, un regard qui traverse l'histoire sur le féminisme, combien la femme a pu être attachée à cette idée d'être mère, d'être un corps, et avec vraiment tout ce qu'il y a de contemporain, la gestation pour autrui, l'utérus artificiel, l'aide médicale à la procréation, avec cette finalité, quel monde nous allons créer demain, où nous allons, et avec cette fameuse question que je trouve aussi vertigineuse, voilà, que passionnante, c'est finalement demain, naîtrons-nous encore du corps de quelqu'un? Est-ce qu'on ne va pas vers une maternité désincarnée à l'image d'un monde qui se virtualise? Donc c'est vraiment ça qui me passionne, et ça concerne les hommes et les femmes. Je précise parce qu'on vient tous du corps de quelqu'un. Donc c'est vraiment pas un sujet, c'est vraiment le sujet par lequel tout rayonne. Et même mes interventions en entreprise sont empreintes de tout ça, de ces recherches. Voilà. Alors, non, François qui nous dit dans le chat, vous réveillez la sémantique et belle idée que cette philosophie pratique. Et on a Randa qui nous demandait quels conseils aux personnes qui cherchent à travailler leur créativité et leur éloquence. Ça doit être une question qu'on pose souvent, je pense. Déjà, je pense que ça commence par s'autoriser, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. C'est-à-dire qu'on a tellement de barrières, on a le sentiment que c'est aux autres, que les autres peuvent en jouer. Et d'ailleurs, parfois, ça peut être raillé très rapidement. Si vous faites trop de jeux d'éloquence, on peut vous dire, ça va, redescends un peu, parle normalement. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est comment aussi s'autoriser. Tu l'as vu sur LinkedIn, ça ou pas trop? Non, j'ai pu le ressentir ou ça a pu être exprimé. Donc, oui, il peut y avoir parfois cette idée un petit peu d'être un peu déconnecté ou juste de dire, voilà, je suis un peu prise. Alors que moi, c'est vraiment quelque chose de naturel. Donc, j'en souris. Quand je le fais, je vais pas le chercher pendant 2 heures pour l'imposer à un dîner et embêter les gens qui sont autour. C'est plus quelque chose d'assez perso. Donc, du coup, ce serait plus l'idée d'en revenir à soi. Moi, je trouve que c'est pas tant d'essayer d'apprendre des choses parce que c'est plus d'être en phase avec quelque chose d'assez naturel et puis avoir cette curiosité d'ouvrir son langage. Moi, par exemple, il n'y a pas une journée où je vais pas regarder un mot sur Internet. Si on regarde mon historique, j'adore aller voir un petit peu le sens des mots, différentes choses. Donc, il y a cette curiosité qui fait qu'au final, au quotidien, je remplis le bagage un peu à l'image j'aime beaucoup Laurent Baffy. Je sais pas si vous voyez, voilà, Laurent Baffy qui était très bon dans cette agilité, ces punchlines, tout ça. Et en fait, Laurent Baffy, c'est d'abord quelqu'un qui s'entraîne, qui est constamment dans la discipline, dans la gymnastique de son art. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de dire « Salut, j'ai des aptitudes et un talent ». Non, c'est comment je l'entraîne. Et au jour le jour, effectivement, cette gymnastique, j'y vais, je la cultive. Donc, ça part pour moi vraiment de la curiosité, d'abord.
Donc, la curiosité et puis le travail. Enfin, on et puis être en phase avec sa créativité. Savoir pourquoi on le fait. Si c'est pourquoi on le fait. Est-ce que c'est conquérir l'éloquence pour pouvoir s'imposer, conquérir l'éloquence pour pouvoir davantage être regardé. Pourquoi on fait les choses? Je pense que la première des choses, c'est ça. Et puis d'essayer si vraiment la sensibilité, c'est de peaufiner son langage, quand on parle, de se dire, ah tiens, j'ai utilisé ce mot, mais en fait, je me rends compte qu'il y en a un autre qui est beaucoup plus joli, qui dit quasiment la même chose. Peut-être que je peux l'utiliser. Et en fait, ça devient une gymnastique tellement intégrée qu'à un moment donné, vous gagnez en fluidité au niveau du langage, réellement. Alors, on a Awataf qui nous demande, des bocaux, est-ce que ça veut dire que nos vies sont compartimentées? Alors, je crois qu'elles sont éminemment liées, évidemment. Si on prend les matrioshkas, vous voyez, c'est contenu dans un contenant, donc il y a un lien. D'ailleurs, il n'y a même qu'une poupée visuellement. Et puis, quand on soulève, on comprend qu'il y a d'autres choses. Donc, j'aime bien l'idée à la fois d'héritage. Il y a des choses en nous qui disent des choses que les autres ne voient pas forcément. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Je pense que les choses sont liées et en même temps aussi dissociables et dissociées. On peut travailler sur un bocal, je pense à celui par exemple de l'enfance, qui aurait pu être habillement, imaginons, pour essayer de mieux comprendre la façon dont on se conduit avec défiance et méfiance dans la sphère professionnelle. Je pense qu'il y a des liens entre les choses. Je pense qu'on est voilà, quand même une unité qui vit de segmentation aussi. Mais voilà, j'aime bien cette image vraiment de la poupée qui demeure et qu'on peut ouvrir et on voit différentes aussi facettes. Et en ce moment, ce qu'on vit, alors c'est Jérôme qui nous dit ça, on vit dans le bocal du Covid-19. Alors j'imagine que beaucoup des demandes qui te sont adressées ont un lien avec le climat actuel. Le contexte. Ouais, le contexte. Alors je ne sais pas si c'est un remède, parce que ce serait peut-être un grand mot et une ambition immense que de dire ça, mais en tout cas je crois que ça aide clairement à mieux vivre la situation. Ça aide vraiment à appréhender les choses peut-être différemment, puisque c'est vrai que prendre de la hauteur sur une situation, c'est pas prendre les choses à la légère et s'en défaire, mais au contraire, apprendre à se saisir des problématiques que l'on rencontre actuellement pour les faire siennes, les comprendre pourquoi, je sais pas, ma problématique, mon rapport au travail a été ébranlé, mis à mal. Je peux soit dans cette situation, bras ballants, eh bien, laisser la situation advenir et voir si à la reprise, les choses changeront. Mais si ça ne part pas de soi, il n'y aura pas grand-chose qui va changer. Donc, je trouve que c'est en tout cas une période qui nous invite à se saisir du temps perdu, tel qu'il peut se présenter. On peut se dire, attends, j'ai perdu une année, que ce soit parce que je suis célibataire et que je n'ai pas pu, du coup, dans ce contexte, rencontrer quelqu'un. J'ai perdu une année parce que professionnellement, il s'est passé ça. C'est comment on peut convertir un temps apparemment perdu comme du temps gagné. Et ça part forcément nécessairement de soi et de tout ce qu'on va, non pas s'imposer, mais se poser dans un contexte qui nous impose. Comment nous, on peut se poser, justement, quelles questions on peut se poser. Je crois que la philosophie, d'une manière générale, c'est quelque chose qui nous permet de traverser les âges de la vie en gardant une forme d'optimisme, réellement. Voilà. Une dernière question, Laura, on pourrait discuter longtemps ensemble. Une dernière question. Quel regard je ne sais pas si on dit la philosophe, pose sur… Ah oui, on peut dire là. Alors, on dit là. Sur LinkedIn, sur cet environnement dans lequel tu publies. Cet environnement, surtout le débat qui est numérique, technique, j'ai moins tendance à pointer la technique que l'usage qu'on en fait. Donc, c'est-à-dire que je trouve que c'est pas tant Instagram qui serait mauvais que l'usage qu'on va pouvoir en faire, la consommation qu'on va pouvoir en faire, etc. Alors, évidemment qu'il y a des outils qui sont en soi à interroger dans leur utilité, leur efficacité et qui peuvent ne pas être bons en eux-mêmes, évidemment. Mais c'est souvent l'usage. Et en l'occurrence, pour moi, sur ce réseau-là, c'est à nous de voir comment on souhaite utiliser, ce qu'on souhaite mettre en avant. Moi, il y a des choses que je ne m'autorise pas à publier qui feraient sûrement beaucoup plus de vues, assurément. Il y a des publications. Moi, j'en suis pas mal de gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi et beaucoup plus de vues sur du contenu qui ne m'apparaît pas être en tout cas un contenu de qualité, mais un contenu qui fait parler. Et moi, pour le coup, je pèse la quantité des mots utilisés parce que je pense que je préfère libérer du temps pour justement faire autre chose. Et si je mets des choses, c'est pas pour le nombre de vues, mais pour qu'au moins il se passe quelque chose de plus intéressant. Donc, sur ce réseau-là, je trouve que c'est vraiment la question de l'usage, de ce qu'on s'autorise à en faire ou pas. Moi, il y a des choses que j'ai parfois envie de dire que je ne dis pas.
parce que je pense que ça ne servirait pas forcément le débat. Donc, voilà, je mets ça. L'art de savoir se taire aussi. Absolument, savoir se taire. C'est le beau mot, un beau mot pour conclure cette discussion. Merci beaucoup, Laura, d'avoir été avec nous pendant une demi-heure. Merci à tous pour vos commentaires. Alors donc, on peut retrouver tous les contenus de Laura sur son compte Laura Lange. Ma chaîne YouTube aussi. Et sur sa chaîne YouTube, vous pouvez aussi retrouver Laura sur Instagram. Hein, ah oui, Instagram. Venez. Sur Instagram, voilà. Du contenu. Merci beaucoup, Gilles, en tout cas, pour ton invitation. Et en plus, je suis je suis contente qu'il y ait ce décor de jungle. Voilà. Voilà, je dis dans la jungle de la vie professionnelle. C'est une image que j'utilise beaucoup. Donc, je trouve que c'était très bien illustré ainsi. Merci en tout cas. Bon, bah alors merci Laura, merci à tous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, il y aura un nouveau live la semaine prochaine avec Séverine Six de Facebook. En ce moment, on fait le tour des plateformes. Et donc, la semaine prochaine, on va plonger dans l'univers Facebook. On parlera d'ailleurs de social selling. Merci beaucoup, Laura. Merci à tous. Merci, belle journée à tous. Merci. Au revoir.